Et je vais tout de suite laisser la parole donc à Monsieur Bruno Champion, qui est chef de projet vigilance au Bureau des risques infectieux émergents et des vigilances de la Direction générale de la santé, la DGS, au ministère. Donc, merci Monsieur Champion d'être parmi nous grâce à la visio. Je crois deviner, pour être honnête, que cette politique ligérienne d'incitation à la déclaration, elle n'est pas strictement ligérienne, justement. Et nous allons le voir peut-être avec votre présentation. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Coapley, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je vous remercie beaucoup effectivement de nous avoir invités, de nous avoir conviés pour cette journée des vigilants. Voilà, donc je vais tenter de vous présenter en fait un peu l'évolution des vigilances depuis des années en France. Et nous allons surtout parler en fait du portail des signalements, puisqu'effectivement il y a beaucoup de sujets à vous présenter, et il me semble que les vigilants eux-mêmes se présenteront mieux que je pourrais le faire. Donc, je propose en fait de vous parler en fait du contexte de la réforme des vigilances et surtout effectivement de la mise en place de ce portail des signalements. Donc, Monsieur le Directeur Général de l'ARS vous en a déjà légèrement parlé, hein, donc c'est vrai qu'on va beaucoup insister en fait dans la présentation sur ce sujet. Alors, comme vous le verrez, effectivement, les vigilances en France, en fait, c'est des affaires très médiatisées, hein, effectivement. Donc, avec les vigilances, à vrai dire, elles se sont structurées, j'ai envie de dire, depuis l'affaire du Stalinon. Il ne faut pas aller trop vite dans le diaporama parce que j'arrive pas à suivre. Voilà, donc l'affaire du Stalinon, en fait, qui est une affaire que peut-être vous n'avez pas connue, en fait, et qui a permis de structurer en France véritablement, j'allais dire, les autorisations de mise sur le marché. Il y a eu bien évidemment aussi l'affaire de la thalidomide, hein. C'était un médicament qui était proposé en fait dans les années 50 et 60 aux femmes enceintes. En fait, c'était un tranquillisant. Bien heureusement, ce médicament apparemment n'a pas causé de gros désastres en France. Par contre, il y a eu de gros problèmes à l'étranger, en fait, avec un certain nombre de bébés en fait qui naissaient mal formés. Et tout cela, en fait, a contribué à formaliser en fait les vigilances, notamment en fait, comme je l'indique effectivement, au niveau des médicaments, et puis la mise en place des centres régionaux de pharmacovigilance. Dans les années 70, il me semble que les premiers CRPV ont été mis en France, ont été mis en place, pardon, en 1979. Alors, vous le voyez effectivement sur cette diapositive, un certain nombre d'affaires qui ont marqué l'actualité de la sécurité sanitaire en France, l'affaire du sang contaminé, l'affaire des surirradiés d'Épinal. Vous avez beaucoup entendu parler forcément de l'affaire du Mediator, qui a généré finalement tout un ensemble de réformes en fait, dont on va vous parler. Également, vous vous souvenez sans doute effectivement du scandale des pilules de 3e et 4e génération, de la dépakine, du lévothyrox. Donc évidemment, vous voyez que les médicaments ont une place très importante effectivement là-dedans, hein. On ne peut pas oublier non plus évidemment l'affaire des prothèses mammaires, l'ESB. Et puis tout dernièrement, même si ça n'est pas véritablement en fait un scandale, on ne parle pas du tout de scandale, mais j'ai rajouté évidemment le coronavirus, hein, qui nous occupe beaucoup. Alors, donc effectivement, je vais vous parler maintenant du contexte de la réforme des vigilances et de la mise en place du portail des signalements. Donc, ces constats sont des constats, comme l'a indiqué le directeur général de l'ARS tout à l'heure, sont des constats qui ont été faits notamment au travers du rapport de Jean-Yves Graal, qui à l'époque était directeur général de la santé.
Et donc, il a remarqué quoi? En fait, il a constaté quoi? C'est l'existence d'un système de sécurité sanitaire complexe, en fait, qui a été construit par Strat, évidemment, mais un système, si vous voulez, construit en silo. Et donc, comme vous l'a indiqué tout à l'heure, M. Copelet, on avait besoin en fait de revoir toute cette organisation en fait pour créer en fait des liens non pas verticaux mais également horizontaux en fait et qu'on puisse travailler en fait tous aussi bien le national que le régional que les ARS. Voilà. D'autre part, on avait également constaté un maillage territorial qui devait allier proximité et expertise, mais qui présentait en fait une lisibilité insuffisante pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Et puis, donc, au final, on disposait d'un système complexe qui générait en fait un niveau de déclaration relativement faible, notamment de la part des professionnels de santé, avec, comme vous l'avez compris, en fait, une culture insuffisante de la déclaration des événements indésirables, un manque de lisibilité également en fait sur les différentes organisations des missions, et puis l'existence d'outils multiples en fait qui n'étaient pas forcément coordonnés les uns avec les autres. Donc on avait un vrai besoin en fait de rationaliser tout cela. Alors, effectivement, dans ce cadre-là, en fait, il y a eu en fait ce qu'on appelle la stratégie nationale de santé, qui a mis l'accent en fait sur la nécessité de réorganiser les dispositifs de vigilance. Et notamment, donc, les objectifs de cette réforme étaient, comprenaient deux grands enjeux. D'une part, en fait, de renforcer la protection de la population contre les menaces sanitaires, hein, c'était vraiment le souhait le plus fort, en améliorant le signalement et le traitement des événements indésirables, et d'autre part, d'améliorer le service rendu aux professionnels de santé et aux usagers. Et donc, effectivement, il y a eu plusieurs axes de travail qui ont consisté en fait à améliorer la lisibilité et le pilotage global des vigilances. Un deuxième axe de travail a été d'optimiser le dispositif des vigilances en région. Et enfin, donc, le troisième axe de travail a consisté à faciliter et promouvoir le signalement des événements indésirables. Alors, en ce qui concerne l'amélioration de la lisibilité et du pilotage global des vigilances, eh bien, ça a consisté en fait, plus ou moins, en fait, à rebasculer certaines vigilances d'une agence à une autre, en fait, de manière à respecter une certaine logique. Notamment, effectivement, donc, dans ce cadre-là, la toxicovigilance a été transférée à l'Agence nationale de la sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qu'on appelle ANSES. La biovigilance en fait a été transférée de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé vers l'Agence de la biomédecine. Il en est de même en fait pour la vigilance en assistance médicale. Pour ce qui est de la cosmétovigilance et de la tatovigilance, pour le moment, ça n'est pas réglé, mais il se pourrait effectivement que dans les années à venir, ces vigilances basculent de l'ANSM vers l'ANSES. Donc, optimiser le dispositif des vigilances en région, ça a consisté effectivement à mettre en place les REVA. Hein. Donc, le REVA, en fait, c'est le réseau régional de vigilance et d'appui, qui comprend un certain nombre de structures qui vont se présenter tout à l'heure. Et évidemment, dans ce cadre-là, en fait, ce REVA a été mis en place dans la mesure où la loi a prévu que les ARS étaient responsables de l'organisation des vigilances et de la couverture régionale de ces vigilances en région. Voilà. Et troisième objectif de la réforme, effectivement, c'était de faciliter, promouvoir le signalement des événements désirables. Et notamment, ça a été possible grâce à la mise en place du portail des signalements des événements sanitaires indésirables dont je vais vous parler maintenant. Alors, ce portail, en fait, M. Copelet vous en a dit deux mots tout à l'heure. Bon, c'est un portail numérique. Alors, c'est un portail qui a été mis en place en mars 2017. Donc, vous voyez, donc, ça fait bientôt 5 ans.
C'est un portail qui offre un accès simple et ergonomique à toutes les vigilances réglementaires, en complément évidemment des dispositifs existants. Par exemple, dans le domaine des établissements de santé, ceux parmi vous en fait qui travaillent en établissement de santé connaissent très bien les dispositifs ISIN ou IFIT. Sont des dispositifs qui sont prévus en fait pour le signalement des infections graves au niveau des établissements de santé ou bien des événements d'hémovigilance par exemple. Eh bien, ces dispositifs existants n'ont pas été remis en question, hein. Ils continuent à exister. C'est simplement un plus en fait qu'apporte ce portail. Alors, ce portail facilite la déclaration des événements désirables. Il oriente en fait le déclarant grâce à un module de guidage. Voilà. Il permet également de saisir en ligne un signalement. Ou bien il oriente directement en fait vers l'application déjà existante. D'autre part, c'est un outil qui promeut la veille sanitaire et la démarche de déclaration. Donc effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de s'en servir, il y a à chaque fois une rétro-information en fait, puisque vous recevez en fait un message vous indiquant que votre déclaration a bien été prise en compte. Et d'autre part, l'avantage aussi, c'est que c'est un outil en fait qui fluidifie la transmission pour les acteurs en charge de l'évaluation et qui adresse automatiquement votre déclaration en fait et sans délai, surtout aux acteurs concernés. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est là qu'on a gagné beaucoup de temps, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans les dispositifs qui existaient auparavant et qui existent toujours, hein, évidemment, la gestion papier, c'est quand même beaucoup plus long. Alors que là, effectivement, les informations arrivent directement aux acteurs concernés. Et donc, c'est un gain de temps considérable pour la sécurité sanitaire. Alors voilà, donc le portail pour le moment se présente ainsi. Donc vous avez, j'ai repris sur cette présentation les deux liens. En fait, bon, je ne vais pas vous faire une démonstration en direct du portail. Simplement, il y a les liens et je pense que normalement l'ensemble des présentations qui vous sont faites ce matin vous seront transmises n'importe comment. Donc, vous avez la possibilité en fait d'accéder au portail en vous connectant sur une page internet du ministère de la Santé ou bien d'accéder directement au portail avec les deux adresses, les deux liens en fait que je vous ai mentionnés. Alors, comme vous le voyez, en fait, c'est un portail en fait qui s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux particuliers et également aux industriels. Alors, ce portail, en fait, comporte un certain nombre de fonctionnalités. Il permet, en fait, un canal d'entrée commun, hein. Il permet la saisie unique en cas de multivigilance, et on en parlera tout à l'heure de ces multivigilances, puisqu'il y aura, en fait, effectivement, des évolutions qui sont prévues sur ce sujet. Il attribue la déclaration à la structure adéquate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis il permet de conserver la trace des déclarations. Par contre, ça n'est pas un portail en fait de stockage des déclarations, ça n'est pas un outil métier. Il n'est pas prévu non plus que ce portail analyse le contenu des déclarations. Ce sont les évaluateurs en fait des structures en charge de l'évaluation qui le font. Et comme je vous le disais, évidemment aussi, il ne se substitue pas, aux outils existants. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, si vous avez déjà regardé, en fait, hein, et je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas, vous verrez que, par exemple, bon, ça, je pars en fait de la page professionnelle de santé. Quand vous ouvrez la page dédiée aux professionnels de santé, vous tombez en fait sur un certain nombre d'items qui vous sont proposés. Et qui vous permettent en fait de faire votre choix de la vigilance que vous souhaitez déclarer. Si toutefois, en fait, vous n'êtes pas très à l'aise en fait avec ces termes-là, il y a possibilité en fait de vous faire guider. Donc, il suffit de cocher la case correspondante en fait, et dans ces conditions, le portail va vous amener en fait jusqu'à la bonne vigilance.
Voilà, donc on a vu précédemment, en fait, sans entrer dans le détail, effectivement, un certain nombre d'événements indésirables qui sont associés aux soins. Il y a également, en fait, des formulaires qui sont relatifs aux effets indésirables suspectés d'être liés à un produit de consommation, hein. La dictovigilance, la cosmétovigilance, bon, c'est ce qui concerne les produits cosmétiques. La nutrivigilance va concerner, en fait, des problèmes alimentaires. La phytopharmacovigilance, en fait, plutôt en lien avec des produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire plutôt des pesticides. La toxicovigilance, en fait, va concerner des produits d'usage courant. En fait, tatovigilance, c'est une vigilance, en fait, qui concerne des produits de tatouage. Et on a rajouté l'an dernier, en fait, un formulaire, en fait, il y a même 2 ans de cela, un formulaire concernant le vapotage et les pneumopathies, puisqu'on s'était rendu compte, en fait, qu'il y avait des problèmes à ce sujet. Également, en fait, le portail permet, il y a eu des améliorations, d'apporter, en fait, des adaptations, en fait, en lien avec la crise sanitaire, et notamment, en fait, il y a possibilité de déclarer les cas de Covid. Alors, tous ces travaux qui ont été menés, hein, ne croyez pas que ce sont des travaux que le ministère mène seul, évidemment. Ce sont des travaux qui sont menés en collaboration avec les différentes agences sanitaires, hein, il en existe plusieurs en France, évidemment. Ce sont des travaux qui ont pu être menés parfois, évidemment, aussi avec la HAS, qui interviendra tout à l'heure. Donc, c'est pour vous expliquer que le portail, en fait, c'est un outil qui s'adapte, en fait, aux besoins ressentis, hein. Voilà. Alors, c'est une diapositive qui comprend, qui est intéressante parce qu'elle vous présente les vigilances et également les structures évaluatrices. C'était pour vous montrer, en fait, que les sujets d'addictovigilance, en fait, qui vont concerner, en fait, tout ce qui va entraîner de la dépendance, à l'exception, en fait, des sujets tournant autour de l'alcool et du tabac. Eh bien, ce sont des sujets, en fait, des déclarations qui sont récupérées par le Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, qu'on appelle encore CEIPA. Bon, je vous cite rapidement juste les différentes structures, mais je n'entrerai pas dans le détail de leur mission, puisqu'il y aura une présentation qui vous sera faite tout à l'heure par les acteurs eux-mêmes. Alors, vous voyez par exemple que l'AMP Vigilance, il n'y a pas de structure régionale, hein. Je vous ai mentionné dans ce tableau les structures régionales, et vous voyez qu'elles sont nombreuses, et ces structures, en fait, constituent le REVA. Pour le cas des EIGS, les EIGS, lorsque vous les déclarez, hein, donc ça comprend 2 formulaires, un premier formulaire et un deuxième qui doit être fait dans les 3 mois, en fait, une deuxième déclaration dans les 3 mois. Eh bien, ces déclarations, en fait, arrivent directement à l'ARS, et l'ARS peut s'appuyer ensuite sur une structure qui est la structure CALIREL, effectivement, dans votre région, qui est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la prise en charge pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Mais bien évidemment, en fonction des sujets, en fait, rien n'interdit aux ARS de s'appuyer également sur d'autres structures de vigilance. Et c'est ça, j'allais dire, toute la force, tout l'intérêt de cette organisation qui a été mise en place. Je prends le cas, par exemple, des erreurs médicamenteuses. Les erreurs médicamenteuses, eh bien, elles sont maintenant prises en charge par le Centre régional de pharmacovigilance, qui est le CRPV, hein. Donc, dans votre région, en fait, sauf erreur de ma part, il me semble que vous avez 2 CRPV. Les gastroentérites aiguës, bon, ça c'est pas, enfin, sur le portail, effectivement, vous avez un formulaire, en fait, pour les déclarations des cas groupés
en établissement médico-social, eh bien, ces signalements en fait arrivent à l'ARS et l'ARS va travailler en fait en fonction, j'allais dire, des conventions établies avec le CEPIAS, hein, le Centre d'appui à la prévention des infections associations que vous devez connaître certainement. Eh bien, c'est pour vous expliquer que l'ARS en fait ne travaille pas seule non plus dans son coin, qu'elle a besoin en fait de l'appui de ces structures, et c'est comme ça qu'on arrive en fait tous ensemble à améliorer la prise en charge des patients. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, effectivement, comme je le disais, de l'ensemble des structures. Hein. Je vous prie de m'excuser. De toute façon, je pense que vous aurez le diaporama, on vous l'enverra. Vous pourrez comme ça retrouver en fait les structures qui interviennent au niveau régional. Également, en regard, je vous ai mis les structures nationales qui ont également une vision en fait sur ces signalements. Sur cette diapositive, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que c'est, donc plus particulièrement, vous parlez un petit peu côté statistique. Le ministère de la Santé, en fait, nous avons une vision assez générale, en fait, des événements qui sont déclarés. Et effectivement, donc, à la date du 31 janvier, vous voyez, donc c'est vraiment tout proche, puisque c'était il y a 4 jours, nous étions à presque 280 000 signalements qui ont été faits par le portail des signalements. Alors, évidemment, je ne peux pas vous affirmer en fait qu'il y a eu 280 000 signalements en France, puisque le portail, ça n'est qu'un outil parmi d'autres outils, en fait. Hein. Donc, évidemment, les chiffres qui vous sont présentés là ne sont absolument pas exhaustifs. Par contre, je peux vous affirmer que voilà ce qui a été reçu au niveau du portail. Tout de suite, vous voyez, hein, et je l'ai entouré en vert, la prédominance en fait des signalements en fait faits par des signalements de pharmacovigilance. Hein. Donc la pharmacovigilance, en fait, ce sont les événements qui concernent des médicaments, hein, des événements, des effets indésirables qui sont déclarés. Donc 215 000, tout de même, c'est absolument considérable. Et je pense qu'on peut vraiment remercier vraiment les CRPV pour tout le travail qu'ils accomplissent. On en a bien conscience. Donc un grand, grand merci. Hein. Mais comme vous le voyez, en fait, ce ne sont pas les seuls signalements qui sont faits. Et notamment, donc, j'avais entouré en orange d'autres signalements qui appellent quand même notre attention, notamment en fait les signalements de IGS. Hein, vous voyez, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Les signalements d'addictovigilance, les signalements de matériovigilance. Et puis, il y a des signalements qu'on appelle signalements génériques. Hein. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu ce qui n'entre pas vraiment dans les autres cases et qui est transmis, en fait, aux ARS. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant, en fait, dans les quelques minutes qui nous restent, les évolutions qui sont prévues sur le portail des signalements. Ce portail, comme je vous l'ai dit, en fait, il a été mis en place il y a maintenant 5 ans. On a eu pas mal de retours, en fait, sur ce portail, et on se rend bien compte, en fait, qu'il y a une vraie nécessité, en fait, de faire un toilettage. Dans ce cadre-là, en fait, des travaux sont en cours, hein, et notamment, donc, nous prévoyons de nouvelles interfaces, en fait. Donc une nouvelle présentation, comme vous le voyez en fait, du portail. Cette présentation en fait sera mise en œuvre normalement au 3e trimestre 2022, mais on y travaille déjà hein, depuis plusieurs mois, bien évidemment. Il y a des travaux qui ont été menés également en fait avec les structures évaluatrices, puisque ça, en fait, je vais vous présenter là sur les quelques diapositives, finalement ce que vous verrez prochainement en fait en tant que déclarant. Mais il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle l'espace évaluateur en fait, et des travaux ont également été menés là-dessus. Il y a eu des échanges également avec les structures. Voilà. Donc pour ce qui est de la partie évaluateur, les travaux menés en fait et enfin, la nouvelle présentation sera proposée très prochainement aux structures évaluatrices.
Et comme vous le voyez, en fait, comme vous l'avez pu le voir en fait sur cette diapositive, également, en fait, nous prévoyons une adaptation en fait, pour pouvoir saisir directement sur votre téléphone portable. Et ça, c'était un vrai besoin en fait qui nous avait été signalé, notamment, je pense aux médecins qui sont amenés à devoir se déplacer en fait chez les patients, mais non, enfin, non seulement les médecins, mais également l'ensemble des professionnels qui se déplacent au domicile des patients, et notamment les infirmières, mais également les pédicures podologues, pourquoi pas, ou les masseurs kinésithérapeutes, puisqu'ils peuvent très bien en fait être amenés à devoir faire une déclaration. Et là, effectivement, donc, on estime que grâce à la mise en place de ces évolutions et de la possibilité en fait de déclarer directement à partir de votre téléphone portable, ce sera un vrai plus pour permettre d'améliorer le niveau de déclaration. Et je précise que dans les évolutions qui sont prévues, vous aurez la possibilité en fait également de commencer en fait à faire votre déclaration et de la reprendre plus tard si vous le souhaitez. Hein, parce qu'on imagine bien que lorsque vous êtes au chevet du patient, vous n'êtes pas forcément tout le temps en fait nécessaire pour réaliser la déclaration. Mais voyez, donc on prévoit un certain nombre d'adaptations dans ce sens. Voilà, donc dans les évolutions également, donc, on aura une sélection des profils qui sera plus intuitive. En tous les cas, enfin, vous verrez, ce sera une vraie révolution. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère évidemment que ça correspondra aux attentes. Et puis, une meilleure ergonomie, en fait, du guidage qui sera simplifié et beaucoup plus lisible. On retrouvera, par contre, effectivement, les différentes vigilances, hein, les différents formulaires existants, mais qui seront adaptés. Et justement, donc, à ce sujet, vous le voyez en fait dans la partie la plus centrale. Donc, on aura un, un principe de menu déroulant en fait, avec donc des coches vertes, comme vous pouvez le voir en fait. Chaque fois que vous aurez fini de compléter en fait un bloc de déclaration, mais avec la possibilité toujours en fait de revenir en fait sur ce que vous aurez déclaré. Voilà, donc une meilleure ergonomie au final. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci.